Donc le livret culture qui s'appelle Les Arts Insoumis et la culture en partage, ça n'est pas une Bible, ce n'est pas un programme figé, marqué dans le marbre. C'est d'abord un travail collectif. Ce n'est pas, alors, il y a eu vous avez peut-être dit coordinateur, mais en fait, bon, on est rapporteurs parce que Roger Tropeano et moi-même avons eu la charge d'aller récolter des informations. Nous avons rencontré énormément de gens. Nous les avons rencontrés de visu, nous les avons aussi eus simplement au téléphone. Ça a été longtemps le cas avec Michel, c'est ça, hein? Voilà. Michel, c'est Michel Jacques, c'est ça? Alors donc des fois j'inverse. C'était longtemps le cas avec Michel qui lui a fait un groupe culture à Lyon et avec lequel nous avons eu des échanges. Donc c'est un travail qui est conséquent et qui pourtant, voilà, c'est pas énorme comme ça. D'une part d'abord parce qu'il faut que vous sachiez que ce travail, comme il y a énormément de livrets, il a fallu qu'on réponde à un cahier des charges. Donc nous avions 28 000 signes à respecter. Et nous devions aussi l'élaborer en 3 parties. Une partie qui concerne le constat, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la culture actuellement et pour les arts. Et la deuxième partie, c'est quel projet la France Insoumise a-t-elle pour les arts et la culture. Et la troisième partie consistant en des propositions. Mais les propositions de première urgence en quelque sorte. Hein, parce qu'il faut savoir que de toute façon tout ce qui est écrit là, pour la plupart, ça va nécessiter des lois. Soit des transformations de lois, soit des abrogations de lois, soit d'en créer de nouvelles. Et donc du coup, vous savez qu'il y a aussi les législatives, nous allons entrer dans les élections législatives avec des ateliers législatifs pour pouvoir s'emparer effectivement des choses et faire que eh bien, tout ça se mette en œuvre. Donc voilà, donc c'est un travail de collaboration qui a ses imperfections parce que quand on écrit en commun, vous savez, c'est difficile, vous avez peut-être certains d'entre vous fait cette expérience, alors il y a des allers-retours, le choix des mots, ce que veut dire un mot pour quelqu'un ne veut pas dire la même chose, pourquoi on ne parle pas de ça, pourquoi... Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, il est sorti, il est là, et il est aussi en ligne sur le site L'Avenir en commun. Alors, la première des choses que nous avons fait, ça a été de se mettre d'accord sur quels sont nos grands principes. Quels sont les grands principes de la France insoumise? C'est quoi, pour la France insoumise, la culture? Et qu'est-ce que sont les arts et les artistes dans la France insoumise? Et on a retenu un certain nombre de critères. Le premier, c'est de s'appuyer sur les droits culturels. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces droits culturels. C'est l'UNESCO qui a inclus dans les droits de l'homme les droits culturels qui sont en fait, qui se déclinent en plusieurs choses. C'est l'accès à la culture, aux biens culturels, matériels et immatériels, et à l'éducation, du coup, au savoir. C'est aussi l'expression, et c'est quelque chose d'un peu nouveau parce que ça avait déjà été écrit précédemment, mais là, d'un seul coup, on parlait de ce droit à l'expression individuelle et à la diversité. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que chacun est porteur de culture et doit avoir la possibilité de pouvoir à la fois l'exprimer et le partager. C'est quelque chose qui nous a paru extrêmement important parce que nous on
j'aurais voulu qu'on considère que la culture un petit peu comme l'écologie, c'est-à-dire quelque chose d'essentiel, parce que c'est essentiel à la vie. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de culture? D'abord, le politique ne va pas définir la culture. La culture, c'est nous qui la faisons tous ensemble. Le politique n'a qu'à créer les conditions pour que cette culture puisse vivre et s'exprimer. Donc, et le principe même, vous savez, en écologie, la diversité, c'est important. Eh bien, dans la culture, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas de diversité, on s'étiole, ça manque. Donc je disais que la diversité c'est important parce que c'est ce qui permet de mieux se connaître, de faire humanité, de faire société ensemble, de se rendre compte de ce que nous avons en commun et de ce qui nous différencie les uns les autres, mais c'est ce qui permet le dialogue, c'est qui évite le repli sur soi, le communautarisme. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Donc pour nous, ces droits culturels nous ont paru être le fondement de notre travail. Et puis la deuxième chose, c'était, mais ça découle aussi de ça, c'est la culture et les arts ne sont pas des marchandises. C'est-à-dire que, bah oui, on le voit bien de toute façon, je venais de parler de diversité, mais on est dans un espace, là, maintenant, où on nous propose des produits culturels, et tous les mêmes. Il faut que tout le monde soit allé voir ce spectacle, ce film, voilà, et ce jeu vidéo-là, et lu ce livre-là, dont tout le monde parle. Et ça, du coup, ça empêche le reste d'exister. C'est quelque chose qui fait que tout le monde va avoir, du coup, si on peut dire, la même culture. Mais enfin, on est tous transformés en consommateurs. Et du coup, on attend aussi qu'on nous produise des choses qu'on va consommer. Et ça n'incite pas du tout à faire travailler son imaginaire et à avoir envie de s'exprimer par soi-même. On est transformé en consommateur. Donc c'était, voilà, dans le constat qu'on a fait, c'était la mainmise, notamment des entreprises culturelles sur la culture, et ne nous paraissait pas quelque chose qui pouvait permettre de faire une révolution citoyenne et la 6e République. Parce que ce qui permet en fait de se projeter, puisque c'est quand même bien de cela dont il est question dans notre campagne des Insoumis. Nous voulons nous projeter dans un monde meilleur, mais pour cela, il faut pouvoir l'imaginer, ce monde meilleur. Et c'est un travail en fait dans la tête. Et quel meilleur espace, quel meilleur outil peut-on avoir que les arts pour pouvoir s'entraîner à cette gymnastique de projection. Parce que ce que nous proposent les artistes, et toutes les personnes qui créent, enfin, y compris les amateurs, c'est la transformation du réel. Ce n'est pas juste la reproduction du réel, mais c'est ce que l'on voit, et ce que l'on voudrait qu'il soit, et ce que l'on a envie de transformer. Et donc c'est tout ce travail-là, quand on veut le comprendre, quand on veut s'y intéresser. Donc j'étais en train d'expliquer le rôle de l'art dans la société, qui est fondamental et qui est vraiment un espace de gymnastique intellectuelle, et pas qu'intellectuelle, émotionnelle. L'art, c'est la rencontre à la fois de savoir, de savoir-faire et d'émotionnel. Et c'est ce tissage-là qui est absolument exceptionnel. Et c'est pour ça que on en mesure mal l'importance. Mais faire une expérience, que l'on soit spectateur ou que l'on soit créateur, de voir tout d'un coup les choses autrement.
Parce que parfois on pense que les spectateurs ce sont des gens passifs, mais les spectateurs ne sont pas des gens passifs. Ils sont devant un tableau ou devant un spectacle. Ils comprennent un certain nombre de choses, ils les ressentent avec leur émotionnel et ils vont recomposer dans leur mémoire quelque chose qui leur appartient à eux et qui fait en quelque sorte œuvre. Et c'est le passage de, si vous voulez, ce tricotage entre la connaissance et l'émotionnel est un moment exceptionnel. Moi je suis du milieu des arts plastiques et j'ai une référence en tant qu'historien, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais c'est Daniel Arras. Ah oui. Et, voilà, c'est extraordinaire. Et quand il parle de ce moment où quand on est en contact avec un tableau et que tout d'un coup on comprend ce qui se joue dedans, on le comprend pour soi et que son émotionnel va jouer, tout d'un coup il dit le tableau se lève. Et ça, avoir fait cette expérience, et je pense qu'on peut l'avoir de la même manière pour la musique, ou pour une pièce de théâtre, ou pour un film, mais cette expérience de l'œuvre qui se lève et qui vient vers vous, mais ça c'est absolument exceptionnel et tout le monde devrait y avoir droit, et voilà, dans quelques domaines que ce soit. Donc voilà un petit peu ce qui a nourri, si vous voulez, le terreau sur lequel on s'est appuyé pour faire le livret. Donc une des choses essentielles pour nous, il n'y a pas d'art sans artiste. Donc Jean-Luc Mélenchon l'a dit à Lyon, et il l'a redit aussi quand il est allé à Angoulême, puisqu'il a rencontré au salon de la bande dessinée des artistes. Les artistes sont essentiels si nous voulons effectivement qu'il y ait de la culture. Pas que, parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure que dans les droits culturels, il n'y a pas que les artistes, évidemment, ça concerne tout le monde, bien entendu. Mais en quelque sorte, il marche un peu devant et il nous guide un peu. Et donc nous considérons que les artistes doivent être chéris. La République doit les chérir. Et c'est pour cela que, d'abord, nous souhaitons garantir la liberté de création et de diffusion, parce que vous le savez très bien qu'il y a des endroits où on peut interdire des œuvres, notamment dans certaines municipalités, où on empêche une exposition, où on vient saboter même une œuvre. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, beaucoup d'artistes, pas tous, mais beaucoup sont concernés par le régime des intermittents du spectacle. Et donc, nous voulons que, sur la base de l'accord du 28 avril 2016, il y ait la garantie de création de celles et de ceux qui y cotisent. Et nous souhaitons aussi que dans ce droit à l'intermittence soient inclus les heures que les intermittents occupent à l'éducation artistique et culturelle dans les écoles. Parce que là, on souhaite élargir le nombre d'heures pris en compte pour ce statut. Ce statut, nous souhaitons en fait l'élargir à pas à toutes les situations précaires des artistes, parce que certains artistes, comme les artistes plasticiens, ont un statut tout à fait particulier. C'est ça, ils sont indépendants et ils cotisent moins que les entreprises normales. Comment ? C'est pas la maison des artistes. Voilà, qui elle est dans une situation tout à fait catastrophique. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en... C'est un statut identique à la GESA, qui est le statut des auteurs, photographes, cinéastes, etc. C'est ça, tout à fait. Et donc, pour eux, le statut d'intermittent ne se pose pas. D'ailleurs, il faudrait réfléchir. Je pense qu'il y a un vrai chantier là sur la place des artistes dans la société, parce que en fait, je parle des artistes, pas ceux qu'on appelle bankable, parce que eux, ils sont... Voilà, mais nous en avons 3 en France, je crois,
qui peuvent se dire au-dessus du besoin. Mais la majorité des artistes vivent dans une précarité. Les artistes plasticiens, c'est 40%, je crois, en dessous du seuil de pauvreté. Donc, bon, ce ne sont pas des situations extraordinaires. Beaucoup vivent du RSA, parce qu'ils n'ont même pas la possibilité de s'inscrire à la maison des artistes. Enfin, en tout cas, ils n'y cotisent pas. C'est un statut spécial. Donc voilà, donc il y a à réfléchir sur comment nous allons donner la possibilité aux artistes de vivre de leur création. Alors, il y a beaucoup de chantiers. Jean-Luc Mélenchon a parlé des morts qui aideraient les vivants, puisque ce serait le droit d'auteur qui passerait, c'est-à-dire, vous savez que le droit d'auteur, jusqu'à 70 ans, est perçu par les ayants droit. Et au-delà de ces 70 ans, il tombe dans le domaine commun. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit d'auteur, sauf par exemple pour les œuvres littéraires où les éditeurs continuent à faire de l'argent dessus. Ce qui est aussi un sujet de réflexion. Et donc, à ce moment-là, nous bougerions le curseur du temps où les ayants droit percevraient ce droit d'auteur pour le mener jusqu'à 15-20 ans, c'est-à-dire ce qui correspondrait à ce qu'on a quand on est salarié, une pension de réversion pour la veuve, par exemple, ou le veuf. Vous voyez, ça correspondrait à cela, et pour les enfants. Mais au-delà de ce temps-là, ça tomberait dans un domaine, alors dit commun, qui pourrait alimenter les caisses d'aide à la création et de couverture sociale des artistes. C'est ça le projet. Alors évidemment, vous dire que c'est ficelé, ça n'est pas ficelé. L'idée est là. L'idée est là, le chantier va être en marche. Pour pouvoir... Oh, en route. En route. Le chantier, voilà. Et donc, évidemment, tout cela se fera avec les parties prenantes, pour qu'on puisse trouver des solutions adaptées. L'idée, en fait, vient des États généraux de la BD. C'est eux qui avaient eu cette idée, qui n'est pas nouvelle et qui est une idée de Victor Hugo, c'est lui-même. Donc, vous voyez que on a ressorti des choses qui en fait ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont quand même tout à fait bien reçues dans l'ensemble. Alors même si sur cette histoire de curseur, les idées sont partagées, et puis il y a aussi tous ceux qui pensent que après on pourrait continuer à percevoir que ça rentrerait aussi dans le domaine commun au lieu d'être libre d'accès. Alors ça, c'est bon. Après, vous avez tous les gens du numérique qui hurlent parce que évidemment pour eux c'est impensable que d'ailleurs ils pensent que dès la mort de l'artiste, ça devrait être libre d'accès. Donc les œuvres. Après, ça, on n'empêche pas aux artistes qui ont envie de cela. Il y a des artistes qui souhaitent qu'on ait accès librement à leur création. Mais c'est à eux de le décider. Voilà. Bien, donc ça c'est un des aspects. Et ensuite, pour continuer sur les artistes plasticiens, mais il y a bien d'autres choses, c'est le droit l'application du droit de présentation publique. Parce que c'est quelque chose... Vous savez, les artistes, en fait, plasticiens, ils vendent des tableaux, mais souvent ils n'en vendent pas,
Par contre, ils exposent beaucoup. Et quand on rentre dans une exposition, eh bien, il faut savoir que l'on bénéficie d'un travail conséquent, des heures et des heures de travail, et que, voilà, qu'il y ait un droit de représentation. Et souvent, les artistes ne le revendiquent pas, alors que c'est inscrit dans la loi. Alors certains l'appliquent, certaines municipalités d'ailleurs qui exposent des artistes, et d'autres l'oublient comme ça. Donc ça, c'est important. Et puis il faut aussi réfléchir au fait qu'un artiste a besoin d'un temps de création important, et que c'est pas juste au moment où il expose que là il y a travail. Donc, et comment faire pour que ce temps-là soit pris en compte? C'est un chantier. Le chantier est ouvert. Voilà. Donc je laisserai pour les artistes à continuer. Tu voulais les rajouter? Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Bien. Donc là, en fait, les artistes, c'est le terreau, et la société doit pouvoir donner accès à ces œuvres, qu'elles soient d'artistes morts ou vivants, que ce soit contemporain ou passé. Et c'est pour ça qu'il faut une éducation artistique et culturelle. Et nous envisageons, nous, une éducation artistique et culturelle dès la maternelle jusqu'à l'université. Une éducation artistique et culturelle qui repose sur 3 choses. À la fois l'expérience, la fréquentation de l'œuvre, ça c'est important, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième chose, c'est la pratique d'une discipline artistique. Et la troisième chose, ce sont les connaissances qui sont liées à ce domaine artistique, de création. Donc, ça marche sur 3 pieds, et donc on ne s'improvise pas dans ce domaine. C'est pour ça que c'est pas parce que nous sommes créateurs que nous avons la capacité de faire cette démarche-là. Et c'est pour cela que dans le milieu scolaire, notamment, il sera important de former les personnes qui interviennent pour faire de l'éducation artistique et culturelle. L'éducation artistique et culturelle, elle se fera aussi par des jumelages, c'est-à-dire chaque institution culturelle, chaque équipement culturel qui bénéficie de subventions sera tenu d'être jumelé à un établissement scolaire. Ce qui va permettre des échanges très... Vous m'entendez là? Oui. Oui. Donc c'est ce jumelage obligatoire, comme le fait que chaque équipement et qui soit subventionné, bien entendu, chaque équipement subventionné devra accueillir 15% de scolaires en termes de fréquentation. Ça nous paraît important, c'est pas beaucoup, mais vous savez qu'il y a énormément d'institutions qui n'ont pas ce pourcentage-là de fréquentation de scolaires. Bon, voilà, ça c'est juste quelques petites choses. Vous verrez dans le livret, il y a bien d'autres choses qui concernent cela. L'éducation artistique et culturelle, c'est aussi, et c'est surtout les services publics de la culture, qui sont extrêmement importants et qui ont, ces derniers temps, été un peu, et même beaucoup sacrifiés. Et donc, oui, là, ce sont des choses qui relèvent du fait de démocratiser la culture. Bien sûr qu'il n'y a pas que les services culturels publics, mais c'est quand même très important, si nous voulons que la culture ait une place dans la société, de revenir sur ses fondamentaux. Et donc, il y a, entre autres, et je sais qu'ici, il y a des personnes qui manifestent pour cela, les bibliothèques, bien entendu, il y a les théâtres nationaux, il y a les conservatoires, qui sont ô combien importants. Et
il y a aussi tout ce qui concerne, alors les conservatoires, c'est de l'enseignement artistique, ça c'est très important. Et il y a aussi les écoles d'art. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes des écoles d'art, mais qui sont bien malmenées avec les directives européennes et qui, elles, sont menacées, pour certaines, tous les ans, parce qu'elles dépendent du coup des subventions des collectivités locales, ce qui est absolument incroyable pour un enseignement qui est un enseignement supérieur. Ce sont des écoles d'enseignement supérieur dont l'existence peut être remise en cause tous les ans avec des salariés qui ne savent pas si l'année prochaine ils viendront encore enseigner et des élèves qui ne savent pas s'ils pourront continuer leur cursus. Bon, je pourrais parler très longuement des écoles d'art parce que ce sont des luttes qui existent depuis maintenant 10 ans et beaucoup d'écoles ont fermé, soi-disant on en a fusionné. C'est pas vrai, enfin moi je connais bien la région de Caen, j'y ai habité, il y a une grande école des beaux-arts, mais il y en avait une à Cherbourg, et franchement, Caen-Cherbourg, vous faites ça en 1 heure, 1 heure et demie, donc ils ont fermé l'école des beaux-arts de Cherbourg, c'est quand même incroyable, ce bout de terre, vous imaginez c'est Cotentin, voilà, se retrouve isolé complètement de ce côté-là, sans compter qu'une école d'art, ça anime une ville. Hein, les enseignants sont là, sont des plasticiens, ils exposent, voilà, ça crée de l'animation dans une ville et tout d'un coup, tout ça s'en va. Parce qu'on a décidé de fusionner, on n'a pas fusionné du tout, elle a disparu. Voilà. Et on fusionne pour les faire disparaître. Moi je suis prof de beaux-arts, j'ai ouvert l'école quand il y a eu une vedue, parce qu'elle avait été fermée. Eh bien, on les fusionne, on est marié avec Valence, mais c'est uniquement parce qu'on va supprimer l'une des deux. Voilà, bon, c'est le processus. Hein. Et l'enseignement artistique, on a parlé des artistes, mais l'enseignement, comment voulez-vous avoir des artistes s'il n'y a pas d'enseignement artistique, quoi, voilà. Comment voulez-vous avoir des musiciens si vous n'avez pas de conservatoire? Comment voulez-vous avoir des plasticiens et des vidéastes si vous n'avez pas d'école des beaux-arts? Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc tout ça part un petit peu dans les budgets, comment on dit, austéritaires. Donc, et on nous reproche souvent dans le livret de ne pas avoir mentionné les droits culturels et surtout la loi NOTRe. Nous ne parlerons pas de la loi NOTRe parce que le résultat de la loi NOTRe, parce que c'est très bien hein, qu'il y ait la loi NOTRe, dans la loi NOTRe les droits culturels. On est tout à fait d'accord pour les droits culturels, nous les revendiquons, mais mettre ce petit truc des droits culturels au milieu de tas de saloperies qui ont permis de fermer les services publics de la culture, non quand même, ça on ne nous fera pas avaler ça, hein, franchement. Donc nous ne parlons pas de la loi NOTRe, pas plus que nous ne parlons de la loi de création, qui elle aussi est très contestable sur certains aspects. Comment ? Oui, je vais donner la parole à Michel, peut-être parce qu'il a des choses à dire sur l'éducation artistique et culturelle, et notamment sur l'éducation populaire.